Cassandra, tu es infirmière sapeur-pompier volontaire au SDIS de la Gironde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Cassandra Lambert, j'ai 25 ans, je suis infirmière sapeur-pompier volontaire depuis un peu plus d'un an au sein du SDIS de la Gironde. Et à côté, je suis infirmière dans la recherche clinique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours justement en tant qu'infirmière dans le civil? Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu as fait avant de venir chez nous? Alors j'ai toujours été très attirée par le milieu du soin et du soin à la personne. Donc le côté infirmier a toujours été un peu une évidence pour moi. Donc j'ai fait mon bac et j'ai passé une préparation pour les concours avant d'avoir donc mon concours infirmier. J'ai réalisé donc mes études sur Bordeaux même, où j'ai pu faire donc plein de stages différents avant de trouver une spécialité qui m'intéressait beaucoup, qui est la pédiatrie et la néonatologie. Donc j'ai même fait mon stage pré-pro en réanimation néonatale et pédiatrique au CHU de Bordeaux, que j'ai adoré. Mais j'étais une promotion Covid, donc études difficiles. Et finalement, sortie de diplôme, j'ai voulu avoir un poste un peu plus tranquille, donc je suis partie en crèche, l'antipode complet de la réanimation. Et finalement, au bout de 3-4 mois, j'ai eu l'opportunité de partir en Guyane pendant 3 semaines, 1 mois, en renfort sanitaire avec l'ARS, en néonatologie toujours, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc très très intéressant, gros dépaysement et grosse sortie de zone de confort pour une jeune diplômée. Et voilà, je suis rentrée en France, j'ai fait pas mal de services différents, médecine générale, post-urgence, beaucoup de chirurgie, beaucoup de vacations. Voilà. J'ai volontairement voulu me faire un bagage professionnel pour être assez à l'aise en toutes circonstances. Et c'est pour ça que j'en suis venue après à vouloir rentrer aussi chez les pompiers. Et donc du coup, si tu as envie de venir chez les pompiers, comment ça se passe finalement ce parcours pour devenir infirmière sapeur-pompier volontaire? Alors, déjà moi, les pompiers, c'est un héritage de famille. Je suis la 4e génération de la famille, donc disons que j'ai un peu baigné là-dedans, donc c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi finalement, et le parcours me paraissait assez simple. Donc c'est une candidature spontanée que j'ai réalisée auprès de mon service départemental, qui faisait un recrutement à ce moment-là, donc j'ai eu de la chance. Et donc après, on a les formations donc, de tronc commun qu'on réalise comme n'importe quel sapeur-pompier qui va rentrer au sein du SDIS. Donc ça va être vraiment tout ce qui touche aux gestes de premier secours, à l'équipier du VSAV, donc ambulance. Et après, on va passer sur nos formations un petit peu plus spécifiques infirmiers, avec nos protocoles infirmiers. Et puis tous les schémas qui s'en suivent pour pouvoir prendre en charge, même seul, sur intervention des victimes. Et du coup, c'est quoi tes principales missions en tant qu'infirmière? C'est quoi ce que tu vas faire en plus de ce que font tes collègues sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels dans les ambulances basiques? Alors nous, on va venir en support, c'est-à-dire qu'on peut être des conseillers techniques, chacun son travail, mais voilà, on peut être en appui supplémentaire, on peut venir traiter certaines choses médicalement parlant grâce à nos protocoles, qui vont nous permettre d'avoir une réponse graduée plus rapidement, et puis de permettre soit d'évacuer ou d'attendre d'autres secours derrière. Le but, c'est de finalement gagner du temps auprès de la victime. Donc on va avoir cette casquette-là. Et après, on peut avoir plein d'autres missions qui vont aller de l'officier de santé CODIS en support également, à la formation, à visite médicale, d'aptitude. Voilà. On a possibilité d'avoir quand même beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes, et c'est ce qui est très enrichissant et très polyvalent finalement. Et comment tu arrives du coup à faire le lien entre ton métier d'infirmière dans le civil et les ISP? Parce que je suppose qu'il faut donner un petit peu de temps pour le SDIS. Comment tu arrives à trouver cet équilibre-là? Alors j'ai la chance d'avoir un boulot assez flexible et avec des horaires qui me permettent justement d'avoir suffisamment de disponibilité pour être infirmière chez les pompiers. Donc après, c'est une question d'organisation. Voilà, moi j'ai cette chance-là de ne pas pouvoir travailler par exemple les week-ends ou les soirées. Donc voilà, je peux caler entre guillemets mes gardes à ces moments-là et être un peu plus flexible quoi.
Ouais, donc il faut beaucoup de flexibilité et un peu de temps. Et du coup, pour toi, ce serait quoi les qualités essentielles pour être un ISP? Parce qu'on est quand même dans le monde des sapeurs-pompiers, donc on connaît ce monde-là qui est Mm. assez famille. Alors je dirais la première chose essentielle, ça serait la capacité d'adaptation. Il y a plein d'autres choses vraiment très importantes, mais finalement, sans ça, on sera confronté à beaucoup plus de difficultés sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va avoir des réponses graduées sur des urgences vitales, sur des accidents de la voie publique, sur beaucoup de choses. Et après, il faut faire force de proposition, l'esprit d'équipe, beaucoup de sang-froid. Capacité d'analyse, mais sans, pour moi, la capacité d'adaptation, tout ça devient un petit peu plus difficile sur le terrain. Donc voilà, après, il y a, je pense, le caractère aussi qui joue beaucoup là-dedans, mais j'irai sur ça. Et tu as déjà eu des moments de doute ou de difficulté, que ce soit en inter ou même dans la vie de caserne, des moments où tu t'es posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir dans cette grande famille ou est-ce que c'est pas trop compliqué sur les interventions ou quoi? Alors, j'ai déjà eu des moments de doute. Je pense que c'est normal et finalement, c'est bien, je pense, d'avoir des moments de doute parce qu'on peut se remettre aussi en question et c'est important pour moi dans un milieu comme ça. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Et oui, donc moment de doute sur des interventions. Est-ce que j'ai fait mon bon examen clinique? Est-ce que j'ai remonté les bonnes informations? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que voilà, on a quand même des vies entre les mains. On est les premiers maillons de la chaîne d'intervention, donc voilà, c'est quand même très important. Après, pas de au niveau de la grande famille des pompiers, pas de risque entre guillemets à ce niveau-là, étant donné que j'ai vraiment grandi et je pense que j'ai naturellement été sensibilisée à cet engagement et à cette prise en compte de l'autre. Mais ça peut arriver d'avoir des petits moments de doute. Et c'est ce qui fait aussi parfois l'esprit d'équipe, parce qu'après, on a du monde autour pour pouvoir débriefer. Et du coup, je rebondis par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, un étudiant, une étudiante infirmière qui sortirait de l'école et qui voudrait être ISP, est-ce que tu penses qu'avant, il vaut mieux faire son bagage tranquillement professionnel dans la vie civile en bossant dans un service d'urgence ou même pas forcément d'urgence, mais se faire la main en tant qu'infirmier avant de vouloir postuler en tant qu'ISP et avoir droit à des inters qui sont peut-être pas forcément des fois cadeaux. Je pense que c'est effectivement intéressant de se faire son propre bagage personnel, autant en termes de technicité, de compétences et de connaissances, parce que voilà, on peut encore une fois être confronté, on peut arriver seul sur une intervention, être confronté à des choses parfois pas forcément très très agréables ou pas très confortables. On est parfois sur des grosses sorties de zone de confort, donc il faut aussi se connaître dans le travail, savoir comment on peut réagir à différentes situations. Et pour moi, ça passe aussi par cette expérience-là, professionnellement parlant, avant de rentrer ISP. Après, on a tous un caractère différent, mais je pense que c'est effectivement plus intéressant, même en termes de pathologie, de connaissances diverses et variées, même en termes de public. Il peut y avoir autant de la pédiatrie que de la gériatrie ou des personnes voilà, entre deux. Et il faut savoir gérer tout public. J'en profite, du coup, je rebondis. On parlait d'accumuler un bon bagage professionnel. 14 décembre 2024, du coup, un gros cyclone qui s'abat sur Mayotte et ça implique que la sécurité civile envoie beaucoup de renforts pour aider la population sur l'île qui a vraiment été gravement touchée. Et du coup, tu fais partie de ces personnels du SDIS qui doivent partir. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est organisé ce départ? Comment tu as appris qu'il fallait envoyer du renfort là-bas? Comment tu t'es dit tiens je vais y aller? Comment le départ s'est organisé? Alors ça s'est passé déjà très très vite. Ils ont fait donc effectivement on a eu un appel à candidature au sein de nos SDIS respectifs. Donc nous au niveau des infirmiers, on nous a demandé qui était potentiellement disponible donc, pour partir du plus ou moins 16 décembre jusqu'à fin décembre, début janvier, sans avoir de date trop exacte. Pas mal d'hésitations, même si j'adore ce genre de mission et finalement ça donne beaucoup de sens à mon travail, beaucoup d'hésitations parce que période de fête, beaucoup d'organisations internes pour gérer 2-3 petites choses. Finalement, je pose ma candidature.
ça devait être un vendredi. On m'a appelé un dimanche à 16h pour me dire « Bonjour, est-ce que vous êtes toujours disponible ?» J'ai répondu que oui. On m'a dit qu'il fallait que je me tienne prête pour un départ le mardi ou le mercredi, donc 48 heures après. Dans la soirée, voilà, on commence à se préparer un petit peu, les pactages, les affaires, la gestion, pour moi, des animaux à la maison, comment on s'en occupe, etc. Et finalement, on est rajouté dans des groupes WhatsApp, là, en l'occurrence, avec tout le personnel, tous les agents et notre chef de détachement qui nous envoie donc, toutes les informations en temps réel sur voilà, les horaires de vol, avions affrétés, pas affrétés, on attend les informations, etc. Et finalement, un message urgent, urgent, urgent à 22h le dimanche soir. Il faut que tous les agents soient à l'aéroport Charles de Gaulle demain à 16h. Et là, waouh. Et là, tu te dis, ok. Donc beaucoup de choses à gérer, tout qui se bouleverse, parce que finalement, on est dimanche. C'est vrai que pour gérer un peu en interne, c'est rapide. Et ton état d'esprit, du coup, à ce moment-là, c'est quoi? C'est du stress, de l'excitation, Un mélange. Beaucoup d'excitation de partir en mission. J'ai fait une petite, sur ce moment-là, je pensais un peu à la Guyane. Je me rappelais un peu l'état d'esprit quand je suis allée là-bas et quand je suis rentrée. Donc très hâte de partir en mission. Un peu de stress, mine de rien, au vu de tout ce qu'on entendait aux informations, de savoir un peu comment ça allait se passer sur place, ce qu'on allait voir, ce qu'on allait avoir comme victime, comme patient, etc. Donc un petit mélange un peu de beaucoup d'émotions qui se sont chamboulées, mais quand même très hâte finalement de partir sur cette mission. Ok. Donc du coup, vous allez à l'aéroport, le vol se passe. À ton arrivée sur place, c'est quoi ta réaction? Tu vois direct beaucoup de dégâts, beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, ou c'est assez cadré et vous êtes vite rapatriés sur une base ou Alors ça a été même un peu différent dans le sens où on a été obligé de faire un saut par la Réunion. Et en fait, on a eu 48 heures d'attente sur la Réunion pour diverses raisons. Et finalement, on a eu le temps aussi un peu de cogiter finalement sur ce qu'allait nous attendre à Mayotte. Et on n'est parti que 48 heures après sur Mayotte. Et effectivement, en arrivant à Mayotte, on ne se rend pas forcément compte de suite tant qu'on n'est pas vraiment rentré en plein cœur de l'île. Parce qu'on arrive sur Petite Terre et en fait sur l'aéroport, bon, on voit que il y a un peu de dégâts, mais finalement, c'est pas là où c'est le plus désastreux. Et on prend les navettes, les bus avec tous nos pactages et on arrive au niveau des barges. Et c'est réellement en prenant les barges et en prenant du recul sur les îles qu'on se rend compte en fait avec vraiment ce paysage, mais qui à la base est vert flamboyant. Là, l'île était un caillou en fait. Vraiment, c'est comme un géant caillou avec plus aucune verdure, les palmiers qui tiraient franchement la tête. Non, on s'est rendu compte et puis voilà. Et puis les habitations, on voyait les gens qui commençaient déjà à reconstruire comme ils pouvaient avec les tôles, pieds nus dans la rue, des débris partout. Et là, on s'est dit que ça allait commencer déjà à être compliqué. Enfin, vraiment une ambiance très pesante dans les rues. On avait vraiment ce sentiment-là et on sentait qu'il y avait une atmosphère quand même très très particulière. J'ai cru comprendre que toi, du coup, tu étais rattaché à l'escrime, qui, je crois, appartient à la sécurité civile, enfin, c'est mis en place par la sécurité civile. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cet escrime qui finalement est un peu un hôpital de campagne, je pense? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors du coup, l'escrime, c'est un élément de sécurité civile rapide d'intervention médicalisée. En fait, c'est un hôpital civilo-militaire, c'est-à-dire que ça a été mis en place par la sécurité civile et un médecin des pompiers du Gard. Donc en majorité, c'est surtout des pompiers qui viennent de là-bas. Et nous, on était sur un hôpital de campagne, donc escrime EMT2. Donc, c'est-à-dire que c'est un Emergency Medical Team, donc de niveau 2, certifié par l'OMS, donc par l'Organisation mondiale de la santé. C'est unique en Europe, il n'y en a qu'un en France. Et voilà, c'est déployable vraiment autant en France, sur le territoire national, en Outre-mer, que voilà, dans d'autres pays. Et c'est vraiment un dispositif 100% autonome qui permet vraiment d'être déployé aux besoins, sans qu'il y ait besoin d'avoir d'appui local en termes de matériel ou de nécessité essentielle, quoi. Et toi, du coup, c'était quoi ton rôle précis dans cet hôpital de campagne?
Alors moi, j'ai été affectée au pôle mère-enfant, donc je suis très contente vu que voilà, c'est quand même une spécialité que j'apprécie énormément. J'étais donc en binôme avec une sage-femme avec qui j'ai énormément appris. On apprend tous les jours. Et donc ce pôle mère-enfant était constitué donc, d'une maternité, donc avec une salle d'accouchement. On avait un pôle de consultation obstétrique, parce qu'il y avait énormément de femmes qui venaient nous voir pour des consultations obstétriques. Les dispensaires étant fermés, on récupérait beaucoup de patientèle à ce niveau-là. Et après, le côté pédiatrique, donc consultation médicale pédiatrique, où souvent on avait un médecin du coup, qui se détachait et qui venait au besoin faire les visites médicales en binôme avec moi du coup. C'est quoi une journée type du coup quand on est infirmière dans l'escrime? Une journée type, c'est alors nous, le pôle mère-enfant, on commençait vers 7h le matin. Et il faut savoir, du coup, donc on était deux, c'était un binôme, mais en fait, on était d'astreinte en H24. 7-7 H24, on n'avait pas de relève, donc on avait des journées de travail approximativement en termes d'horaire. On faisait du 7h, on poussait vite sur le 19h30. Mais on pouvait parfois un peu couper parce que c'est vrai que sinon, en fait, on pourrait faire du flux, mais sans arrêt. Et après, par contre, on restait d'astreinte la nuit, c'est-à-dire que s'il y avait au besoin, en termes de salle d'accouchement, ou même grosse consultation pédiatrique ou néonatale un peu plus poussée, qui ne pouvait pas forcément gérer sur le secteur des urgences adultes, là, on pouvait être réveillé, entre guillemets, pour qu'on puisse se déplacer de la zone de vie à l'hôpital. Et en parlant de flux, du coup, par rapport aux civils qui venaient se présenter dans l'escrime, ça représentait à peu près combien de personnes sur une journée ou sur 24 heures et principalement, c'était quoi les pathologies de toutes ces personnes? Alors déjà, il faut savoir que normalement, l'hôpital est dimensionné pour avoir environ 100 passages jour. Comme le bloc opératoire, c'est par exemple une dizaine normalement d'opérations par jour sur 2 blocs. Là, on était à 250, 300 passages jour avec quasiment 25 opérations par jour aussi sur les blocs. C'est énorme. En termes les dimensions compris, le passage de victimes a été mais juste affolant. Et on s'est retrouvé à avoir donc, autant des pathologies chroniques, donc décompensées par rapport au fait que les dispensaires soient fermés, que donc, le centre hospitalier de Mamoudzou soit en partie aussi fermé à cause des dégâts qu'il avait subis à cause du cyclone. On pouvait avoir aussi énormément même je dirais, de blessures, coupures, infections de plaies plus ou moins graves, surinfectées parce que pas de soins et puis coupure à la tôle, donc voilà, avec ce qu'on appelle les bangas, donc les bidonvilles entre guillemets qui étaient aux alentours. Et on avait tout un secteur d'urgence qui finalement était transformé en poste de soins pansement où on avait au moins 4, 6, même voire 8 lits qui étaient vraiment dédiés qu'à la réfection de pansement et à la prise en charge de plaies comme ça. Le bloc on a même fait des amputations tellement il y avait certaines plaies qui étaient vraiment catastrophiques. Au niveau de la pédiatrie, du pôle mère-enfant, beaucoup de consultations obstétriques comme j'ai pu le dire juste avant. Des consultations pédiatriques, beaucoup d'infections pulmonaires, bronchiques, gastro, avec l'accès à l'eau qui était difficile, ils trouvaient l'eau qu'ils pouvaient, donc même pour les enfants, c'est vrai que parfois ce qui était utilisé, c'était pas forcément de l'eau potable, donc on avait souvent derrière les infections qui en découlaient. Principalement, c'était ça. C'était beaucoup d'infections, surinfections, pathologies chroniques décompensées. Et parmi tous ces patients, toutes ces interventions que vous avez effectuées dans l'escrime, il y en a une qui finalement a marqué l'histoire de l'escrime là-bas sur place. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Effectivement, donc on a ouvert l'hôpital le 24 décembre, après 36 heures de montage non-stop. C'est quand même 65 tonnes de matériel à mettre en place. Et en fait, en fin de journée, on a eu un appel venant de l'extérieur de l'hôpital, vraiment dans l'enceinte de là où on était, d'une maman qui venait d'accoucher dans sa voiture.
en voiture qui était arrivée vraiment en trombe devant l'hôpital, qui a accouché à l'arrière du véhicule. Donc on n'a pas fait l'accouchement en geste propre au sein même de l'escrime, mais voilà, bébé tombé en bas de la voiture, maman pas forcément très en forme. Et nous, en consultation pédiatrique, à ce moment-là, on va dire un peu tranquillement, on est venu un peu nous chercher en urgence. Et il a fallu prendre en charge donc, maman et bébé. Donc, moi, du coup, j'ai récupéré bébé avec la sage-femme au départ. Maman n'était finalement pas très bien. Donc, en fait, l'équipe s'est vite détachée en deux pôles. Tout le côté réanimation pédiatrique néonatale était sur le pôle mère-enfant. C'était volontaire. On avait vraiment comme ça la maman et bébé à côté. Et voilà, il y a une partie de l'équipe qui s'est détachée, qui s'est occupée de maman. Moi, j'ai eu la charge extraordinaire, on va dire, de m'occuper de bébé avec donc, une équipe autour vraiment très solidaire et extraordinaire, donc avec des médecins animateurs, des médecins réanimateurs anesthésistes. Anesthésiste réanimateur, c'est même mieux plutôt, avec voilà, de la sage-femme, avec des infirmiers anesthésistes, avec voilà, vraiment une équipe complète pour que tout se passe au mieux. On a dû réaliser une petite réanimation au niveau de bébé parce que voilà, très hypotonique et puis bon, l'accouchement n'était pas forcément dans les meilleures conditions, donc voilà. On a fait du bon travail puisque maman et bébé sont en bonne santé. Et après, ils ont été retransférés du coup, sur le centre hospitalier où ils étaient attendus pour avoir quand même une prise en charge plus dimensionnée. On reste quand même limité en termes de matériel et de soins sur l'hôpital de campagne. Donc voilà, on a fait le travail sur l'instant T parce qu'il fallait le faire. Et puis après, on a passé le relais à l'hôpital de Mamoudzou. Mais du coup, événement assez extraordinaire, avec une date quand même assez symbolique, 24 décembre, surtout jour d'ouverture de l'hôpital et premier bébé de l'escrime depuis sa certification. Donc très très contente d'avoir pu participer à cet événement-là. Il y a des rencontres avec des gens de la population locale ou même des collègues, des médecins ou quoi qui t'ont marqué, des belles rencontres Il n'y a eu que des belles rencontres finalement là-bas, autant au niveau des collègues que de la population. Déjà, ce qui m'a moi épatée, c'est la résilience de cette population qui est juste mais incroyable. Ils pouvaient attendre des heures en souffrance totale que, en fait, ils attendaient juste qu'on s'occupe d'eux et vraiment, j'ai jamais entendu personne se plaindre là-bas. Les collègues, on avait tous des profils différents. Finalement, on était tous complémentaires. C'était hyper intéressant. Autant au niveau des médecins que des infirmiers, sages-femmes. On a autant travaillé avec donc des sapeurs-pompiers que des militaires de la brigade militaire de la sécurité civile. Donc vraiment très, très, très intéressant, très formateur. Et la population, bah, oui. On a eu la chance aussi d'avoir des traductrices, donc des gens de la population qui sont venus bénévolement sur l'hôpital pour pallier à parfois ce barrière de la langue qui est parfois pas évident parce que le maoré, autant l'anglais on peut se débrouiller, autant le maoré c'est pas forcément évident tout le temps. Et même ces gens-là, en fait, ils étaient extraordinaires, d'une bienveillance et d'une aide incroyable. Et ouais, que des belles rencontres, que des belles rencontres à tous les niveaux. Donc du coup, t'es resté finalement combien de temps sur place? Alors réellement à Mayotte, on est resté une semaine pleine, je dirais 7 ou 8 jours, pour quasiment 18 jours au total de déplacement entre les transferts et puis les frais à attendre, tout ça. Mais réellement, on est resté une grosse semaine, je dirais bien 8 jours sur place, entre le montage puis l'ouverture. Mine de rien, ça prend du temps. Et par rapport à la charge de travail, ces astreintes, finalement le 24-24 de l'hôpital, la charge émotionnelle à la fin de ces jours de renfort, tu rentres chez toi, t'es dans quel état? T'es lessivé? On rentre lessivé, un peu déjà nostalgique de rentrer. C'est quand même difficile, on passe 18 jours on vit les uns avec les autres réellement. Et on rentre chez soi, on est un peu dépaysé quand même finalement. C'est un peu complexe de retrouver son train-train quotidien avec notre mentalité
un peu française qui se plaint un peu pour rien ou facilement des petites choses de la vie courante. Et c'est vrai qu'on prend finalement beaucoup de recul sur beaucoup de choses, même sur nous, notre vie, notre quotidien, sur voilà, on essaye. Enfin, moi, je sais que j'ai réfléchi à pas mal de choses et c'est vrai qu'on se pose 2-3 questions. Et le retour a été un peu compliqué, autant au niveau sommeil que remise en route un peu des machines et reprise du train-train quotidien avec le boulot. Mais bon, c'est le jeu des retours de mission. Expérience à renouveler, du coup, si on redemande du renfort. Je repars tout de suite. Top, merci beaucoup. Merci à vous.